Au sommaire, le lourd tribut payé par le secteur de la pêche à l'immigration irrégulière. La journée mondiale célébrée, la journée mondiale de la pêche célébrée ce 21 novembre. Nous irons à Saint-Louis où des milliers de pêcheurs sont allés à l'aventure. Et puis Greenpeace Afrique qui décrète ce mois novembre noir. À suivre notre dossier politique du jour sur les obstacles juridiques qui pourraient se dresser sur le chemin de la validation de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, le candidat désigné des Pastéfiens à la présidentielle de 2024. Nous irons à l'Assemblée nationale où la session budgétaire se poursuit ce mardi avec l'examen du budget du ministère des Infrastructures où nous reviendrons sur le vote du budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique hier et nous nous arrêterons sur la situation extrêmement difficile à la Poste. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur les coups de sang du président Macky Sall ces derniers jours. Comment comprendre l'humeur changeante du chef de l'État? Réponse avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Une fois n'est pas coutume, nous commençons avec la célébration d'une journée mondiale, celle de la pêche ce 21 novembre. Les attentes de Greenpeace Afrique, l'organisation veut des mesures courageuses afin que les ressources halieutiques sénégalaises se régénèrent. Greenpeace décrète par ailleurs le mois de novembre, novembre noir, la raison, la disparition de pêcheurs en mer avec le phénomène de l'immigration ou de l'immigration irrégulière. Écoutons Abdoulaye Ndiaye qui est le chargé de campagne Océan Greenpeace, nous l'écoutons. Greenpeace attend de cette journée que la demande des acteurs soit vraiment suivie des faits. On a été vraiment assez surpris et ébahis par le ton qui ont été utilisés par cette coalition pour une pêche durable pour décréter ce mois novembre noir. Pourquoi novembre noir? Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs et de familles de pêcheurs qui ont disparu en mer pour tenter de rejoindre les îles Canaries. Quelle en est la cause? La rareté des ressources. La pêche ne nourrit plus son nom. C'est pourquoi ils ont dit que nous allons célébrer ce 21 novembre, journée mondiale de la pêche, et le décréter novembre noir, mais le célébrer en montrant à l'autorité qu'il faut prendre des mesures courageuses pour une régénération des ressources halieutiques sénégalaises. Demander à l'État du Sénégal de prendre des mesures de gestion durable qui permettent aux pêcheurs de pouvoir vivre décemment de leur métier et enrayer de ce fait la participation des acteurs, des professionnels de la pêche à l'immigration irrégulière. Et je crois que c'est assez important dans le cadre de ce plaidoyer que portent les pêcheurs et que nous, Greenpeace, nous appuyons à 100% pour demander une meilleure gestion des ressources halieutiques sénégalaises. À Saint-Louis, l'immigration clandestine frappe de plein fouet le secteur de la pêche. Pour le syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal, la situation va de mal en pis avec le départ des jeunes guet-ndariens. Moustapha Dian alerte avant l'ouverture de la campagne. Il est joint au téléphone par Ousseynou Diop. Beaucoup de pirogues sont partis, beaucoup de pêcheurs sont partis et ça va se répercuter sur l'activité de la pêche. Seulement à Saint-Louis, vous trouvez plus de 400 serre-tournantes. Chaque serre-tournante pouvant employer plus de 600 personnes. Donc cela fait qu'il y a un appel, un besoin de main-d'œuvre que les populations de la langue de Barbarie déjà ne pouvaient pas combler. Ils étaient donc obligés de faire appel à du personnel extérieur. Maintenant que ces enfants-là de la langue de Barbarie sont partis et de grands capitaines bien formés, c'est ce qui amène les pirogues aux îles Canaries. C'est des gens qui ont une forte expérience. Et si ces gens-là partent, c'est certain qu'ils vont laisser derrière nous un vide. Vous l'avez entendu, des milliers de jeunes pêcheurs ont quitté la vieille ville pour aller en Espagne aux dépens du secteur de la pêche, le secteur qui devient donc moribond. Ousseynou Diop. À Saint-Louis, l'immigration clandestine a impacté négativement sur le secteur de la pêche. Aujourd'hui, le quartier des pêcheurs de Guendar et même toute la langue de Barbarie se vide de ses bras valides. L'économie est au ralenti, une situation catastrophique selon Vieux Mordier. Nous avons perdu beaucoup de jeunes pêcheurs qui ont délaissé maisons, matériel de pêche pour tenter l'aventure. Si en temps normal, 1000 pirogues allaient en mer, tel n'est plus le cas. Actuellement, seuls pas moins de 500 pirogues vont à la pêche et c'est dommage. Le phénomène de l'immigration clandestine inquiète gravement les pêcheurs.
Le début de la campagne qui se profile à l'horizon risque surtout d'être très difficile pour beaucoup de propriétaires de pirogues. Abou Diallo habite à Gendar, près du pont Moustapha Malik Gaye. Il n'a plus d'espoir pour le secteur de la pêche. Le pêcheur qui donnait gratuitement du poisson à ses voisins et amis est désormais obligé d'en demander aux autres. Pour dire vrai, l'immigration clandestine a impacté négativement sur le quartier des pêcheurs et a anéanti tous les espoirs. Ici, dans le quartier de Gendar, la campagne va s'ouvrir dans quelques jours. Mais pour les pêcheurs, elle s'annonce déjà difficile avec le départ de milliers de jeunes de la langue de Barbarie vers l'Espagne. Le poisson se fait de plus en plus rare. Et nous qui sommes à Gendar, on sent déjà que le produit est devenu rare et très cher à cause de l'immigration clandestine. Jadis une localité très animée, Gendar est devenue aujourd'hui très calme. Ousseynou Diop Saint-Louis, RFM. L'actualité politique. Et nous reparlons du plan B de PASTEF, parti dissous. Bassirou Diomaye Faye et ses chances de faire passer sa candidature. Un juriste avertit, le tourbillon judiciaire qui s'abat sur PASTEF et certains de ses membres pourrait compromettre ses chances de passer devant le juge constitutionnel. Celui-ci, disposant de larges pouvoirs d'interprétation, pourrait se fonder sur l'article L125 pour le recaler tout bonnement. Voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. Elle, en matière est formelle. Au-delà de l'article L57 du Code électoral, Bassirou Diomaye a une disposition dans ce code qui risque de lui jouer de mauvais tours. L125. Cette disposition, selon le juriste, donne de larges pouvoirs d'interprétation de la loi au juge constitutionnel qui peut enquêter sur la moralité, par exemple, du candidat. Or, Diomaye et Ousmane Sonko sont tous accusés des plus lourdes infractions du Code pénal. L'article L125 du Code électoral dit, que pour s'assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. Et ça, c'est une disposition qui dit non. Le Conseil constitutionnel vérifie pour s'assurer de la validité des candidatures ou du consentement de tout candidat. Le Conseil constitutionnel peut procéder à toute vérification qu'il juge utile. C'est-à-dire qu'il joue ce qu'on appelle un rôle d'instruction et il a aussi un pouvoir d'interprétation générale et sur tous les principes généraux du droit. Donc, dans ce cas de figure-là, est-ce que des personnes qui sont visées par des infractions de terrorisme contre l'État du Sénégal, est-ce que ces personnes-là, les conseils constitutionnels, peuvent en tirer des conséquences de droit? Une interprétation qui pourrait arrêter net l'élan de Bassirou, mais pas lui seulement. L'État ou le pouvoir étant en guerre avec ex-PASTEF, tout membre qui en est issu pourrait subir les contre-coups de la loi. Mon souhait le plus ardent, c'est que PASTEF est un candidat pour les élections. Mais sur la base de cet article 125-là, je ne pense pas que sur les pouvoirs d'interprétation générale et globale dont dispose le Conseil constitutionnel, et au regard aussi de la guerre judiciaire que l'État a déclenchée contre la formation PASTEF, je ne pense pas que vraiment le État va respecter les droits qui seront issus vraiment de ces élections ou de ce processus électoral-là pour les éléments de PASTEF ou les formations ou toute personne émanant de ces formations politiques. Une interprétation d'un juriste parmi d'autres. L'expert électoral Ndiaga Sylla, par exemple, lui trouve que Bassirou Diomaye peut bel et bien passer sous réserve de se faire porter par un parti ou une coalition de partis. Toutefois, lui ne fait pas mention de l'article L125. Lui se contente de lire et d'interpréter les dispositions de l'article L57, alinéa 3 du Code électoral. Venons-en maintenant au chef de l'État sortant. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président Macky Sall dit ne rien regretter de l'emprisonnement de certains leaders de l'opposition. Il ajoute ne pas concevoir que certaines personnes veuillent manifester pour la libération de gens qui, selon lui, ont commis des atrocités. Nos deux interlocuteurs, Babacar Ba du Forum du Justiciable et Seydi Gassama d'Amnesty International, tentent chacun de décortiquer le discours. Un dossier ficelé par Oumou Kalsoumli. Seydi Gassama d'Amnesty International, section Sénégal, se dit déçu du discours tenu par le président de la République Macky Sall et pense qu'il doit se ressaisir pendant qu'il est encore temps. Il faut que Macky Sall comprenne que ce n'est pas glorifiant pour le Sénégal d'avoir autant de personnes en prison, n'est-ce pas, pour des motifs politiques. Et il faut qu'il se résiste pendant les 2 ou 3 mois qui restent encore au pouvoir pour élargir toutes ces personnes, n'est-ce pas, et procéder à la réconciliation des Sénégalais. Les Sénégalais sont très divisés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'invectives dans le peuple sénégalais. Il faut qu'il se ressaisisse. Ce ne sont pas des menaces qui distribuent de gauche à droite, des propos à la limite diffamatoires
contre d'autres personnes, qu'il va réconcilier le Sénégal et qu'il va sortir par la grande porte. Donc, il faut qu'il accepte l'état de la démocratie sénégalaise tel qu'il est aujourd'hui. Babacar Ba, du Forum du Justiciable, dit être en phase avec le président de la République. Les personnes qui violent la loi doivent répondre de leurs actes. Moi, personnellement, je n'ai aucune compensation envers ces personnes. Parce que les actes qu'ils ont posés, c'est des actes de banditisme, c'est des actes ignobles, c'est des actes, je pense, qu'on doit dénoncer dans un état de droit. Parce qu'il faudrait également que les gens se regardent dans les yeux et se disent la vérité. Si aujourd'hui on permettait à tout acteur politique ou bien à tout citoyen, voilà, de brûler des maisons appartenant à d'honnêtes citoyens, de jeter du cocktail Molotov, de saccager les édifices publics qui nous coûtent, qui ont été construits par l'argent du contribuable, je pense qu'on serait dans l'anarchie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes dans un état de droit. Et toute personne qui est en marge de ces règles-là doit pouvoir répondre à ces actes. La remise en question des manifestations pour la libération de certains détenus dits politiques est quelque chose de normal selon Babacar Ba, mais Seydi Gassama de Amnesty International, section Sénégal, lui soutient tout le contraire. À l'Assemblée nationale, la session budgétaire se poursuit ce mardi avec l'examen du budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. C'est l'un des plus gros budgets du gouvernement et il est en légère augmentation. Nous sommes en direct avec notre reporter sur place, Salimata Aou, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, que peut-on retenir de l'examen du budget de ce ministère à l'heure où on parle ? Voilà, comme vous l'avez annoncé, le ministre Mansour Faye fait face actuellement aux députés avec un budget de plus de 561 milliards, soit une hausse de 5 milliards comparée à celui de l'année passée. Alors, presque toutes les interpellations sur les mains sont axées sur l'état défectueux des routes, précisément le bitumage des routes pour un meilleur désenclavement, j'y arrive, surtout à l'intérieur du pays. Le renouvellement du parc automobile, la restructuration du transport en commun, la réglementation dans le secteur du transport interurbain, notamment les voitures communément appelées Wargainde et les Jakarta, surtout les Tchak-Tchak et les nombreux accidents enregistrés. Il faut retenir que des décaissements importants pour certains projets d'envergure comme le BRT sont notés. Pour le BRT, c'est plus de 1335 milliards. Pour le BRT, Souleymane, il a été annoncé que les travaux sont estimés à 95% et que l'infrastructure sera opérationnelle d'ici la fin du mois de décembre 2023, tout en rappelant que ces retards dans l'exploitation est essentiellement causé par les récents événements du mois de mars et de juin dernier avec 23 stations saccagées. Alors, Souleymane, actuellement, les députés se relaient au pupitre. Chacun évoque les difficultés de sa localité. Par exemple, le député Abdoumba Kendaou, lui, a décidé de ne pas voter le projet de loi car, dit-il, son département a été zappé. L'élu estime que rien n'a changé à Mbaké. Alors, juste signaler, Souleymane, pour terminer, si vous n'avez pas une autre question, qu'après cette séance, les députés vont se pencher sur le projet de loi numéro 18-2023 autorisant la création de la Société nationale dénommée Autoroute du Sénégal ADS, une loi examinée et adoptée en Conseil des ministres au mois d'août dernier, Souleymane. Merci, Salimata Aou. Hier, c'est le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique qui est passé devant les députés, entre autres ministères. Ce ministère dont relève la Société nationale, la Poste. Or, nous sommes le 21 novembre et jusqu'à présent, les travailleurs de la Poste n'ont pas perçu leur salaire, situation qui commence à perdurer. Mais le ministre des Finances, Moustapha Ba, a annoncé hier le paiement imminent de ces salaires. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Poste applaudit à l'annonce. De l'autre côté, Ibrahim Massar, syndicaliste à la Poste aussi, déplore l'attitude du ministre Moussa Bocar Thiam à l'égard des travailleurs de la société. Boubacar Dian.
Face aux députés, le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, annonce que ce retard de salaire des 4000 travailleurs de la Poste est dû à un problème technique qui devrait être résolu dans les plus brefs délais. Une bonne nouvelle selon Gorgui Yassine Boye, il est le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs de la Poste. Nous accueillons cette déclaration par un ouf de soulagement parce que les travailleurs vivent dans l'anxiété, vivent des inquiétudes, du retard. Aujourd'hui, c'est le 21. Ils n'ont pas encore perçu le salaire. Aucun postier n'a perçu un salaire. Et nous avons déjà interpellé sur cet état de fait que les salaires connaîtront et connaissent un retard. Son collègue Ibrahim Sarr fait la même appréciation. Tout de même, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications dénonce la réaction de leur ministre de tutelle, Moussa Bokar Thiam. Quand il parle de la Poste, c'est avec un certain mépris, avec une certaine ignorance, je ne sais pas si voulu ou pas, mais les informations en tout cas qu'il distille en tout cas par rapport à la Poste ne collent pas à la réalité. En tout cas, lui qui a en charge le secteur devrait être beaucoup plus au diapason, en tout cas, de la situation de la Poste. 174 milliards de francs CFA et la dette globale de la Poste, des propos du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique Moussa Bokar Thiam devant l'Assemblée nationale. Le plan de départ négocié de 2700 agents de la Poste va coûter 50 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le reste de l'actualité avec 3 jeunes parmi les manifestants arrêtés hier par la gendarmerie de Kidira qui seront déférés demain mercredi au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non déclarée, trouble à l'ordre public. Pour rappel, les populations de Kidira ont manifesté hier soir en délogeant les élèves et en barrant les routes ainsi qu'en brûlant des pneus. C'était un peu plus tôt dans la journée puisque le soir, les écoles ne fonctionnent pas. À Djidé Thiaroye Kao, c'est la panique. Les habitants ne dorment plus que d'un seul œil depuis l'apparition d'un serpent dans une maison du quartier. Ils appellent les autorités locales à l'aide. Salimata Ousmane Diallo. Et ce serpent apparu au quartier Santiala entre le sommeil de la population qui se sent menacée. Makansar habite ce quartier. Pour dire vrai, ce n'est pas sûr vraiment. Vous voyez autour de vous, il n'y a que des enfants qui sont âgés entre 5, 7, 8 et 10 ans. Ils jouent ici. Nous sommes tous menacés. En plus, j'ai encore pitié de ceux qui habitent cette maison où le serpent est apparu. Un serpent qui mesure à peu près 7 ou 8 mètres. Sérieusement, ça fait peur. Tamsir, un autre habitant du quartier et témoin de la situation, apporte des précisions. Nous l'avons vu entre minuit et 1h du matin. C'est ici, à la maison qui est en face de la nôtre. C'est en ce moment que mon ami a appelé les sapeurs-pompiers et pendant que nous attendions l'arrivée des sapeurs, nous l'avons vu descendre et il est entré dans un petit trou et depuis lors, nous ne le voyons plus. Les sapeurs-pompiers interpellés étaient sur les lieux mais sans solution, selon nos interlocuteurs. Quand ils sont venus, ils ont juste essayé de fermer le trou et ils sont repartis. Ils ne l'ont ni attrapé, ni essayé de trouver une solution. Même pour les eaux et forêts, j'ai tenté de les joindre en vain, mais le gars qui répondait me disait à chaque fois qu'ils n'ont pas de matériel. Certaines zones du département de Pikine sont plusieurs fois confrontées à ce genre de situation. Les populations appellent les autorités compétentes à apporter des solutions définitives. Salamata Ousmane Diallo, Djidé Thiaroye Kao, Radio Futur Média. Et puis, lutte contre les déchets plastiques, l'ONG Sénégal Propre accuse la cimenterie Dangote d'aggraver le fléau en produisant des sacs de ciment en plastique. Selon l'organisation, il y a urgence à stopper le projet car le Sénégal pourrait se retrouver avec des millions de sacs de déchets plastiques en plus dans la nature. Anna Rocha. C'est au détour d'un voyage à Pout, par hasard, que l'homme plastique Modoufal est tombé sur les sacs de ciment en question sur le chantier d'une école. Le président de l'ONG Sénégal Propre est très remonté contre la cimenterie Dangote. De réagir très rapidement parce que Dangote est en train de faire donc des sacs de plastique en ciment. Et demain, si la Sococim ou bien la Ciment du Sahel fait la même chose, on va se retrouver avec 150 millions de sacs chaque année
donc dans la nature ou bien dans les océans. Le Sénégal n'est pas doté donc d'un système de recyclage tellement fiable donc qui peuvent nous permettre vraiment de nous débarrasser donc avec nos matières plastiques qu'on trouve partout dans les océans, partout. Donc raison pour laquelle donc il n'est pas question que nos dirigeants donc laissent Dangote continuer de fabriquer ces sacs de ciment en plastique. Interpellé hier à l'hémicycle par un député, puis par les journalistes sur le sujet, le ministre de l'Environnement semble surpris. Alioune Ndoye. C'est quelque chose que je vais regarder, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas remplacer des sacs biodégradables par des sacs en plastique, comme j'ai entendu le dire. Ça m'étonnerait fortement, parce que, encore une fois, ces entreprises sont suivies de façon très stricte du point de vue environnemental. Une source confirme pourtant l'existence de ces sacs en plastique sur certains chantiers relatifs à des projets sociaux financés par l'entreprise Dangote. Cependant, la même source précise qu'il s'agit d'une phase test, que les sacs ne sont pas commercialisés et que l'emballage utilisé n'est pas sous le coup de la loi anti-plastique. Dernière précision, les sacs en PP polypropylène sont déjà utilisés sur le marché, notamment pour les engrais ou la nourriture animale. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Déthié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Congo, un recrutement dans l'armée fait des dizaines de morts. Au moins 37 personnes pour la quasi-totalité des jeunes ont perdu la vie hier et des dizaines d'autres blessés dans une bousculade meurtrière dans l'enceinte du stade Michel Ornano de Brazzaville. Des milliers de jeunes avaient pris d'assaut le stade pour être parmi les premiers à obtenir la fiche de renseignement pour s'enrôler dans l'armée. Une foule compacte a tenté de forcer l'entrée du stade, entraînant la chute de plusieurs personnes piétinées par d'autres. Les autorités dans un communiqué ont confirmé le bilan provisoire. Une cellule de crise a été mise en place. Le Libéria, endeuillé à la fin du processus électoral, une voiture a foncé hier dans une foule à Monrovia, faisant 3 morts et une vingtaine de blessés graves. Des dizaines de personnes s'étaient réunies pour célébrer la victoire de Joseph Boakai à la présidentielle lorsqu'un véhicule a percuté la foule. D'après un responsable de la police, le véhicule a foncé donc sur les personnes rassemblées et a pris feu. Une enquête est en cours. La présidentielle malgache Andry Rajoel fait seule la course en tête selon les résultats compilés de plus de 13 915 bureaux sur les 27 375 existants. Le président sortant obtient 65,78% des suffrages. Les résultats définitifs sont attendus dans le courant de cette semaine. La guerre au Proche-Orient maintenant, le Hamas proche d'un accord avec Israël pour une trêve à Gaza. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef du Hamas, cité dans un bref message sur le compte Telegram du mouvement palestinien. Selon Ismaël Hanen, le Hamas a livré sa réponse au Qatar et aux médiateurs et ils s'approchent de la conclusion d'un accord de trêve. Le gouvernement israélien n'a pas encore réagi à ces déclarations. Sur le terrain, plus d'une centaine de blessés ont été évacués de l'hôpital indonésien vers le complexe Nasser de Han Younes. La veille, une frappe avait tué au moins 12 patients dans l'hôpital indonésien situé en bordure du grand camp de réfugiés palestiniens de Jabalia. Selon le ministère de la Santé du Hamas, hier, 28 des 31 bébés prématurés qui ont été évacués de l'hôpital Al-Shifa de Gaza sont arrivés en Égypte selon l'Organisation mondiale de la santé. Et l'on revient sur le continent africain. Souleymane, nous nous rendons en Côte d'Ivoire où 5 candidats veulent succéder à Henri Konan Bédié décédé. Ils veulent le succéder à la tête du PDCI. Les candidatures ont été déposées au siège du parti à Cocody. Gobia Yabi. Qui succédera à Henri Konan Bédié? 5 candidats en lice à la présidence du PDCI. 3 parmi eux se sont exprimés après leur dépôt de candidature. Tidiane Thiam, Maurice Kakougi-Kaoui et Noëlla Koussi-Begyo. Très heureux d'être ici au siège du PDCI à Cocody. Je viens, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, de déposer ma candidature à la présidence du PDCI RDA. Il faut que vous compreniez la signification de ce geste pour moi. J'ai dit que j'étais candidat au service, candidat à servir les militants du PDCI RDA. Je voudrais remercier ces jeunes qui ont eu l'initiative et après le départ inattendu, brusque du président Bédié, dont nous étions en train de préparer le plébiscite en octobre, et qui nous a quittés 2 mois avant. Tu ne peux pas ne pas être candidat. Que si tu n'es pas candidat, tu auras trahi la mémoire de Houphouët-Boigny. Je viens de finir cet exercice. J'ai aussi, à cette occasion,
exprimer ma volonté de participer à cette compétition avec l'esprit de fair play, un esprit de fraternité pour qu'au finish, ce soit le PDCI qui soit gagnant. Le congrès extraordinaire qui verra l'élection du nouveau président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire se tiendra le 16 décembre 2023 à Abidjan et 6 000 membres du parti devront alors voter. Le vainqueur pourrait être un sérieux adversaire pour le RHDP lors des élections présidentielles 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. À midi 25 minutes, c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci, Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Comment expliquer les coups de sang du président Macky Sall ces derniers temps? Pour tenter de répondre à cette question, nous serons avec le docteur Abdoukhadr Sanogo, politiste certifié en psychologie, et avec le docteur Fali Louba, spécialiste en communication politique et sociale. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Les Lions du Sénégal défient le Togo à Lomé. Ce sera à 16h cet après-midi pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale du Sénégal qui est arrivée hier s'est entraînée dans l'après-midi et va croiser les éperviers. Une équipe togolaise en pleine reconstruction selon Dieudonné Amedzi, consultant à la chaîne New World TV donc, du Togo. Mais selon lui, l'équipe du Sénégal a les armes pour inquiéter cette équipe du Togo. Toutefois, les joueurs d'Aliou Cissé doivent faire attention puisque le Togo est à domicile. Nous l'avons joint ce matin au téléphone. L'ogre sénégalais, si je peux l'appeler ainsi, qui est en train d'être dans la continuité de ce qu'elle fait déjà, de très grands, championne en titre, que voilà, le Sénégal peut faire mal de tous les côtés. Et ça, on lui connaît, c'est du beau jeu et c'est du jeu rythmé aussi. Alors maintenant, au niveau du Togo, voilà, ce n'est pas le même contexte, on va pas se le cacher. Le Togo qui était quand même au plus mal, mais qui petit à petit commence par relever le niveau. Le Togo, avec Paolo Duarte depuis qu'il est là, c'est un coach qu'on connaît, il n'a pas un caractère défensif, non. Il aime le jeu, il aime. Et maintenant, les joueurs du moment, ça lui permet de s'exprimer comme il le faut. Je vais dire pas encore, mais maintenant ça commence par venir où le Togo ne va pas en victime expiatoire, non. Le Togo fait valoir toujours ses forces, le Togo joue très bien ses chances et il va falloir que les Sénégalais soient prudents, sinon le Togo peut leur faire mal. Ça, le Togo qui a un système aussi basé sur le 4-4-2 et qui peut se décomposer aussi en 4-3-3. Il va falloir aussi que les Togolais soient plus tranchants devant, plus précis et surtout ne gaspillent pas leurs cartouches parce que les occasions, peut-être on n'en aura pas beaucoup, mais les petites occasions qu'on a, il faut être tueur sur ces occasions-là. Toujours dans la poule du Sénégal, à Dakar, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Soudan du Sud reçoit cet après-midi la Mauritanie. À noter également que la Guinée est en déplacement au Botswana, la Libye joue contre le Cameroun, les Comores contre le Ghana, Namibie contre Sao Tomé, Malawi joue contre l'équipe de la Tunisie, le Maroc en Tanzanie pour défier la Tanzanie et le Niger qui joue contre l'équipe de la Zambie. La CAF autorise une liste de 27 joueurs pour la CAN. Une décision annoncée par le président de la Fédération ivoirienne de football hier. Mais cela permettra donc à Aliou Cissé et aux autres sélectionneurs d'avoir plus de cartouches pour bien défendre leurs chances à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique qui démarre le 13 janvier prochain. Abdoulaye Dabo, journaliste sportif, analyse cette mesure. La décision, elle peut être bien accueillie par l'ensemble des sélectionneurs, y compris Aliou Cissé, parce que l'avènement de la Covid nous avait amené à 26, un tout petit peu compte tenu du virus qui circulait. Alors, revenir à 27, je pense que ça élargit véritablement ce qu'il faut élargir, c'est-à-dire le nombre de jours possibles que l'on peut avoir avec soi au sein d'une équipe. Bon, c'est vrai que pour quelqu'un comme Aliou Cissé, par exemple, ça lui permet naturellement d'élargir la base, de ne laisser personne en rade et de pouvoir ratisser le plus largement possible. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de jeunes qui auraient pu rester en rade. Bon, maintenant, ça fait plus 3.
Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, il faut également signaler que mais cette mesure-là prend en compte un peu l'intégrité physique des joueurs parce qu'on a constaté que les saisons sont longues entre toutes les compétitions, devoir jouer parfois sous le soleil, dans l'humidité. Les organismes sont un tout petit peu fatigués. Je pense que cette mesure de la CAF permet d'élargir et de permettre aux joueurs également de donner le maximum de soi. En tout cas, on salue la décision. La Covid nous l'avait amené, on pensait que c'était juste temporaire, mais on s'est rendu compte que finalement, c'est une très bonne chose que d'avoir une base assez large, de pouvoir véritablement faire de très bons choix et de faire des sélections meilleures que celles qu'on avait auparavant. Voilà donc, Suleiman, c'est tout pour les actus sport. Merci, Emmanuel Junior Diagne, 12h30. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le débat autour du choix du plan B de Expastef toujours vif dans les médias. Diomaye Faye, une candidature 1000 questions s'exclame tout de suite Sud Quotidien. Conjointement avec nos confrères de cette rédaction, le journal Le Quotidien pointe un candidat avec sans doute 100 adjectifs numéral cardinal. C'est dire, comme le relève la publication, si le joker désigné de Expastef interroge surtout d'abord la légalité de sa candidature, ensuite sa légitimité, notamment son poids électoral en question, mais aussi et surtout son dossier judiciaire. Le journal Source apporte une réponse ou tout au moins une partie aux interrogations liées à la légalité, à l'entrée en piste du candidat et ses chances de voir sa candidature avoir l'assentiment des juges. Source a demandé à l'expert électoral Ndiaga Sylla qui souligne, je cite, si les dispositions de l'article L57 alinéa 3 du code électoral écartent Bassirou Diomaye Faye comme candidat indépendant, eh bien la loi numéro 17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques modifie le code des obligations civiles et commerciales, tout comme le code électoral ne s'oppose en rien à sa participation à une élection. L'essentiel, souligne l'expert, est que la coalition soit formée par au moins 2 partis légitimement constitué. Le journal L'Observateur, après analyse de la situation, se déporte lui sur le champ politique, notamment les calculs et autres stratégies des acteurs ayant présidé au choix de Diomaye Faye. Pour mon confrère, le choix obéit à de la logique, à de la haute stratégie et à des tactiques pour, je cite, brouiller les pistes, éviter d'exposer très tôt le ou les vrais candidats d'Expastef. La publication relève que le marquage semble parfait, mais pas totalement. Il y a des failles et des brèches que l'adversaire en face pourrait exploiter, sans parler bien sûr des contre-coups d'un tel choix. Le deuil de Yewwi Askan Wi. Le journal Direct News de se demander si en réalité ce n'était pas Guy Marius Sagna le vrai candidat, la botte secrète d'Ousmane Sonko. En parcourant l'article, le lecteur se rend compte en fait la question n'était qu'un prétexte pour développer son argumentaire. Le parrainage de Diomaye Faye n'est que du bluff et de l'animation de parti. Il y a aussi des limites objectives de la candidature de Diomaye. En effet, de lourdes charges d'accusation pèsent sur lui sans compter l'article 57 du code électoral. Pastef a suffisamment de députés et de maires pour Guy Marius Sagna. Ce n'est pas fortuit que Pastef ait pris 5 exemplaires de fiches de parrainage pour parer à toute éventualité, note encore le confrère. Ce qui conduit le témoin à se demander alors si Tiendela Fall et son équipe n'avaient pas eu raison de recaler Ousmane Sonko à l'examen d'aptitude à obtenir les fiches de parrainage. Objet de lynchage sans précédent, le directeur général des élections peut s'avouer sa revanche d'avoir eu raison sur ses contenteurs, relève encore le journal. Des faits sur le terrain judiciaire, Ousmane Sonko déplace le combat sur le terrain politique. Le journal s'est rendu à Ndiaganiao, le village natal de Diomaye Faye. Là-bas, dit le journal, on est partagé entre raillerie et fierté. Là se constate lui que Ndiaganiao voit en Bassirou Diomaye l'héritier de Léopold Sédar Senghor. Macky Sall sur le traitement de l'affaire Ousmane Sonko, le président de la République s'est confié à Jeune Afrique paru cette semaine. Il dit n'avoir aucun regret. Ceux qui veulent, dit-il, l'anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin.
force doit rester la loi. Fin de citation. Des soi-disant militants d'Ousmane Sonko ont tué des femmes innocentes, a-t-il relevé. Le journal Le Quotidien en conclut donc que Macky Sall reste droit dans ses bottes. Et puis sport pour boucler en première page du journaliste de Quotidien, éliminatoire mondial 2026. Le Sénégal joue le Togo cet après-midi à 16h temps universel, 16h00. Déplumé, les éperviers bûcheront le journal. Un déplacement périlleux, mais avec des certitudes quand même système, mais avec Patésis et Jackson, se demande le journal. La combinaison pourrait-elle être gagnante? En tout cas, il faudra gagner et prendre déjà de large dans le groupe B, demande le confrère. Le journal qui fait l'historique des confrontations entre le Togo et le Sénégal, mars 1985, dernier succès des Lions à Lomé. Dans le journal Sunu Lamb, site déclaré perdant contre l'Acte 2, l'écurie Lansar dépose un recours. Le président de Lansar, Chernian, dit qu'il n'est pas content de l'arbitrage. L'Acte 2 est sorti de l'enceinte sans avoir reçu d'avertissement. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comment expliquer les poussées de colère du président Macky Sall ces derniers temps? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Abdoukhadre Sanogo, politiste certifié en psychologie. Docteur Sanogo, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec le docteur Fali Louba, spécialiste en communication politique et sociale. Bonjour docteur Fali Louba. Bonjour Suleiman. On va commencer avec le docteur Abdoukhadre Sanogo. La question est dans la question. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce changement d'humeur assez soudain du président Macky Sall? C'est au cours de sa dernière tournée économique qu'on l'a senti un peu sur les nerfs, notamment vis-à-vis de ses proches collaborateurs. Oui, moi je crois que ça relève juste d'un comportement humain, tout à fait naturel, qui arrive à tout un chacun d'entre nous. Fondamentalement, il y a ce qu'on appelle les phénomènes de la vie intérieure qui ont fini de le secouer comme tout un chacun. En réalité, j'ai l'impression que nous avons en face de nous un Macky Sall qui s'exprime beaucoup plus humainement que contrairement à son manteau de président de la République. Donc moi, je considère que c'était l'homme Macky Sall qui parlait. Stressé, angoissé, mais surtout avec ses doutes, ses peurs, ses inquiétudes. Il est évident qu'il est en fin de mandat. Donc le comportement en fin de mandat, c'est toujours un comportement d'inquiétude, c'est toujours un comportement aussi de frustration. Mais tout le monde sait que apparemment il a donné beaucoup de directives qui n'ont pas été respectées et certainement aussi, il n'est pas trop content. Et d'ailleurs, son interview sur avec Jeune Afrique, a fini de confirmer ce que tout le monde redoutait. Il dit, dans les moments de peur et dans les moments de doute, on se sent esselé. Alors que quand il s'agit maintenant des moments pittoresques, les gens font la ruée autour de vous pour venir profiter intrinsèquement des retombées aussi de l'action et de l'engagement politique. Donc le Macky Sall qu'on a entendu parler a laissé libre cours, n'est-ce pas, à ces frustrations contenues jusque-là, certainement refoulées par le fait que institutionnellement, il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus libre en quelques encablures de la fin de son mandat pour pouvoir s'exprimer le plus naturellement possible et le plus humainement possible. Maintenant, on peut le déprécier selon le camp où on se trouve, mais du point de vue scientifique, on peut le lui admettre parce que tous les grands hommes ont eu à passer ce travail. Alors, il n'y a pas que la colère. Parfois, ce sont des propos sarcastiques, un peu railleurs vis-à-vis de ses collaborateurs. Docteur Fali Louba, je rappelle que vous êtes spécialiste en communication politique et sociale. Est-ce qu'on peut soupçonner un coup quand même de communication, quelque chose de plus maîtrisé que simplement un abandon à la nature humaine, un peu l'expression de l'humanité simplement du président Macky Sall? Mais parfaitement, Souleymane, parce qu'en réalité, en communication politique, la tonalité qui est employée, en fait, n'est jamais neutre. Et elle traduit l'état d'esprit de l'auteur, qui en est l'indicateur, mais aussi la situation politique qu'il est en train de vivre. Et si vous regardez bien, Macky Sall, quand même, change de ton selon l'interlocuteur à qui il s'adresse.
Et quand il parle de son camp, avec son camp, le ton, il est ferme. À la limite, il est paternaliste. Ce qui peut être lu, à mon avis, sous deux prismes. En fait, le prisme négatif, cela laisse transparaître un certain dépit du président de Benno Bokk Yakaar envers ses troupes, qui ont un programme de réalisation qu'ils ne peuvent pas défendre pour séduire la population, et cela leur est reproché publiquement. Ensuite, ces troupes-là qui ont tous les moyens, mais qui ne peuvent pas pour autant exister, qui ont aussi toutes les positions sans pour autant pouvoir dominer le terrain politique. Et cela leur est reproché de manière implicite. Mais sous un angle aussi positif, on peut voir en réalité que ce ton pourrait être vu comme une manière de booster ces troupes trop amorphes à son goût, de les remobiliser pour leur insuffler cette énergie qui semble leur faire défaut et de faire sortir de leur torpeur. Parce que dans la bataille politique qu'ils sont en train d'engager, mais cela ne laisse pas la place à la somnolence. Et je pense qu'en ce moment-là, les troupes de Benno Bokk Yakaar, plus que la somnolence, sont en train de dormir. Alors ça c'est pour les amis, les partisans, c'est la première partie de votre développement. Je présume que le reste du développement c'est la sortie virulente qu'il a eue avec justement les cadres, en particulier, sans le nommer, avec Pierre Goudiaby Atepa, dont il a reçu la lettre et pour qui il a eu une réponse quand même assez dure en disant, en utilisant des mots quand même assez inhabituels à ce niveau-là. Effectivement, parce qu'en fait, quand il s'adresse à ce qu'il considère comme son opposition ou ces gens qui veulent en réalité le torpiller, là, il utilise un ton qui devient menaçant, à la limite même un ton violent. Et cela pourrait être vu comme une volonté de dire qu'il est encore là, qu'il garde toujours la force pour parer à tous les assauts et qu'il dispose encore de tous les moyens de résistance. Et qu'il est capable évidemment d'avoir un discernement sur ceux qui sont avec lui et contre lui. D'ailleurs, écoutez-le, souvent, quand il termine ses phrases, il les termine « tant que je serai là ». Ou bien durant mon magistère. Cela se voit aussi qu'il s'agit, en fait, comme l'a dit... Où il dit ça ne marche pas avec moi. Oui. Sous-entendu, si quelqu'un d'autre veut se laisser marcher sur les pieds, tant pis. Effectivement. Alors ça se voit aussi qu'il s'agit, en fait, comme l'a dit le docteur Sanogo, des derniers barreaux d'honneur d'un champion en fin de règne. Les dernières démonstrations de force d'un combattant qui sort de la partie. Avec la volonté, je pense, de rester dans l'imaginaire populaire comme un chef fort, intransigeant, et en réalité, qui gère la situation. Justement, on va retourner avec le docteur Abdou-Khadre Sanogo. Aller plus loin un peu dans la réflexion, c'est-à-dire aujourd'hui, le président donne cette image de force, mais en même temps, cela peut dégager une certaine forme de, comment dire, peut-être pas de faiblesse, mais de vulnérabilité, disons, de faiblesse, pour tout dire. Quelle est l'attitude que le président de la République devrait avoir idéalement à ce moment-là avec ses partisans, mais aussi avec d'autres protagonistes du combat politique dans lequel il est impliqué? Oui, moi je crois que ce serait une gouvernance assez polissée de ses émotions. Quand on est en fin de règne, il faut tout faire pour laisser une bonne impression à ceux qui vous aiment, mais essayez aussi de susciter la sympathie par rapport aussi à vos opposants. Pendant tout un bon moment, il est vrai, il a été descendu, attaqué de partout, mais il est à quelques encablures de la fin de son mandat. Il devrait beaucoup plus, au contraire, profiter de ses prises de parole en public pour davantage montrer en réalité qu'il n'est pas celui que les uns et les autres pensent qu'il a été jusque-là. Et malheureusement, il faut le dire, il y a eu un problème, un peu d'intelligence émotionnelle à ce niveau-là. Et bon, il a prêté le flanc. Mais c'est là où je dis il faut aussi le comprendre. En vérité, nous tous, le pouvoir est extrêmement complexe de par sa proximité. On ne peut pas être président de la République pendant 12 ans et sentir qu'on est sur le point de dire au revoir sans pour autant quelque part aussi ne pas être tenté de régler un certain nombre de comptes. Parce que moi, je crois que c'est vis-à-vis de l'opposition, il est en train de régler avec les cadres casamancés et autres là, des comptes. Maintenant, avec peut-être ses partisans et ses militants, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression d'un véritable sentiment de déception, mais à la limite de frustration. Et il s'est rendu compte que visiblement, il y a des gens qui n'ont pas fait le job et qui l'ont tellement
tympanisé pour lui faire comprendre qu'ils étaient de fidèles et loyaux collaborateurs, et que, de visu, quand ils constatent les programmes et les projets, je crois que mon collègue l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a personne qui est censé monter un créneau pour le défendre. C'est vrai qu'on peut citer les Mambaïna et autres, qui sont ces inconditionnels, mais aujourd'hui, en réalité, Macky Sall se sent seul. Il a comme l'impression qu'il est au niveau de la dernière marche du pouvoir et que les gens commencent à raser les murs. Et ça, nous sommes tous humains. Ça peut frustrer, et quand ça frustre, ça peut se déteindre aussi sur notre manière de communiquer, et c'est ça à quoi on a assisté lors de ces dernières sorties et de ces prises de parole publiques. Merci, Dr Abdoukhadre Sanogo, politiste certifié en psychologie. On termine avec vous, Dr Falilou Ba, en se projetant un peu plus loin dans le futur. Cet acte et ces propos de défiance sont-ils stratégiques quand on se projette, justement, le président, quand il aura rendu le pouvoir, n'aura plus tous les pouvoirs dont il dispose actuellement. Est-ce une bonne idée, de ce point de vue-là, de défier certains acteurs politiques en affirmant notamment qu'ils le trouveront sur leur chemin, en tout cas d'ici à ce qu'ils partent? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre attitude un peu plus conciliante justement pour assurer ses arrières et rassurer un peu ses partisans aussi pour l'après-pouvoir, l'après-présidence de la République? Je pense que, Suleiman, là, vous êtes en train de parler de rationalité. Je pense que, en réalité, l'attitude et la communication que devrait avoir le président, forcément, dépend du contexte politique qu'il vit. Ça aurait été, en fait, dans un contexte apaisé, où, en réalité, il y a de bonnes convenances, des bonnes sympathies entre tout le monde, il pourrait en réalité présenter une figure beaucoup plus reluisante. Mais aujourd'hui et maintenant, depuis plusieurs années, la situation politique qu'il est en train de vivre et que le font vivre non seulement l'opposition, mais également son propre camp, mais le pousse en réalité, comme l'a dit Sanogo, à être humain et à dire ce qu'il pense réellement. Et je pense que maintenant, si on le voit de manière rationnelle, on se dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de mettre en danger ses troupes, mais également lui-même, quand le pouvoir ne sera pas entre les mains. Mais je pense qu'il faudra également considérer que dans son esprit et dans sa démarche, pour Benno Bokk Yakaar, il n'en est pas possible que le pouvoir leur échappe. Il faut en réalité, d'ailleurs, cette communication et cette violence dans le verbatim veut lui montrer et veut montrer à ses troupes que pour rien au monde, il faut lâcher le pouvoir, il faut le conquérir démocratiquement, donner ses forces politiques, donner sa capacité, ses volontés, défendre le programme, faire de sorte que la population ait confiance, vote pour nous, pour que nous puissions passer. Parce que, dans tous les cas, face à ses opposants, ce sera compliqué. Donc je pense qu'il prépare quand même une victoire pour mieux être à l'aise dans l'après-pouvoir. Merci à vous également, Dr Falilou Ba, spécialiste en communication politique et sociale. À 12h47, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïsambaï au digital, à la production Alioune-Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama John pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Publicité sur RFM. montre bu bees dàll yu bees yëngal caabi oto loolu yëpp defuma boss li ma def real boss mooy offre yu bees yi bu bëgg yeewu def fresh defal jazz 111 jazz bu expresso ak offre yu mel ni net 2000 5 giga validité 30 jours wala jokko 500 nga am 25000 dara du la tey offre yi lay dabloo sa bëgg-bëgg bul xaar lépp ngi si jazz 111 jazz ak expresso yaay boss